Si jamais vous avez des questions, alors en cours de route, n'hésitez pas soit à utiliser le petit bandeau des commentaires pour les poser par écrit, ou bien on aura deux phases d'échange. Une première phase à la fin là, de la présentation un peu théorique, et puis une deuxième phase d'échange à la fin de la partie plus démonstration de l'outil SCP AgriData. Donc voilà, je vous invite à conserver vos questions au chaud. Donc, je pense que tout le monde voit bien mon diapositive. Donc, rapidement, pour se présenter, donc on est trois, on va dire, co-animateurs ce soir. Donc, moi, c'est Nicolas Urruti, donc je suis ingénieur agronome au Canal de Provence et je suis chef de projet regain pour la SCP. Et je suis accompagné par donc Élise Roudotte, alternante, et Alice Rachmadou, directrice de projet. Donc, Élise, est-ce que déjà tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Élise Roudotte et donc je réalise mon apprentissage à la Société du Canal de Provence depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc là, je réalise mon mémoire de fin d'études donc sur le projet Regain et notamment sur l'irrigation de résilience du lavandin, donc avec Nicolas. Merci Élise. Alice, en quelques mots également ? Et oui, moi, tout est marqué. Alice Rachmadou, je suis agronome et directrice de projet Solutions Agriculture et Agritech à la SCP, donc en charge de la coordination de nos activités de R&D, de notre centre de ressources pour transférer de l'information aux agriculteurs et puis du développement de solutions de services, donc notamment SCP AgriData. Donc je vous remercie de participer à ce webinaire et puis je suivrai moi en particulier les questions du chat pour les relayer à Nicolas si besoin. Donc surtout, vous n'hésitez pas. S'il y a des concepts, des choses comme ça qui ne sont pas comprises, vous n'hésitez pas. Parfait, merci Alice. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc ce webinaire, donc je le disais tout à l'heure, s'intègre dans le projet Regain et nous, donc en tant que partenaire, on est évidemment plus compétents sur les aspects ressources en eau, gestion des stress hydriques. Donc, on a mis en place depuis 2019 un réseau de mesures sur le plateau. Donc, il y a une douzaine de parcelles qui sont équipées avec soit des stations météo connectées pour chacune d'entre elles, qui permettent de remonter des données réelles, plus des données dématérialisées via notre partenariat avec l'entreprise Weather Measures. Ces parcelles sont aussi équipées avec des tensiomètres à 2 profondeurs, 30 cm et 60 cm, pour justement mesurer au fil du temps la disponibilité de l'eau dans le sol. Et puis, pour quelques parcelles, on a testé depuis l'année dernière des dendromètres, donc qui permettent de mesurer les variations du diamètre des branches au cours de la saison et qui permettent d'alerter sur d'éventuelles réductions de croissance à certaines phases. Donc voilà, j'ai oublié de dire que certaines parcelles sont en conditions irriguées, notamment au sud du plateau, et d'autres sont en conditions sèches, parce qu'il y a j'y reviendrai, mais il y a deux objectifs. Il y a un objectif de comparaison des performances en irrigué versus en sec, et un deuxième objectif d'accompagnement des producteurs dans une irrigation de résilience, comme le disait Élise. Ensuite, donc, ces différentes données, elles ont été complétées par des indicateurs de suivi. Alors, des indicateurs plutôt liés aux composantes de rendement. Donc, ça, c'est via le CRIEPAM, donc, qui est présent ce soir, qui a fait plusieurs passages pour mesurer à la fois donc, le poids frais, le poids sec au moment de la récolte, qui a fait aussi des distillations pour mesurer donc, les rendements en huile essentielle et leur composition. Et qui a fait un suivi aussi sur le dépérissement du lavandin entre donc parcelles irriguées et parcelles en sec. On a aussi complété donc ces indicateurs avec des éléments météo, donc ça j'en ai parlé, des éléments plus d'itinéraire technique, donc ça c'est via des enquêtes qui ont été réalisées en 2019 et en 2020, notamment par la Chambre d'agriculture. Ces données sont aussi complétées par des indicateurs sur les sols, avec des mesures sur la physico-chimie, la biologie des sols, notamment en lien avec le parc et son réseau sol. Et enfin, on a aussi fait quelques résultats technico-économiques, mais voilà, c'est un autre sujet. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui sur ces aspects-là, mais qui est
quand même important. Et donc, je vous le disais, il y a deux grands objectifs pour la SCP dans ce programme. Il y a un premier objectif, donc plutôt de comparaison des impacts de l'irrigation sur les aspects agro-environnementaux. Donc, on a quelques résultats qui sont très intéressants, qu'on a déjà pu partager avec certains d'entre vous. On est quand même confronté à la difficulté d'être sur des parcelles assez différentes l'une de l'autre, donc avec des fois des types de sols différents, des climats pas toujours les mêmes, des variétés qui n'ont pas toujours été les mêmes, etc. Donc, il y a des limites à ce type de comparaison et c'est pour ça que depuis 1 an et demi, on s'intéresse plus à un deuxième objectif qui est d'accompagner ce réseau de producteurs, qu'ils soient en conditions sèches ou en conditions irriguées, dans l'amélioration, l'adaptation de leurs pratiques culturales en fonction du contexte météo. Et donc, c'est pour ça que dans ce webinaire, on vous propose d'explorer voilà, les différentes données et indicateurs qu'on peut vous mettre à disposition dans le cadre de SCP AgriData. Comment est-ce que ces indicateurs et ces données sont interprétables pour le lavanda et comment utiliser plus facilement, plus régulièrement l'outil SCP AgriData et on passera un petit moment avec une petite démo là-dessus. Alors, pour entrer maintenant un peu plus dans la question des données et des indicateurs, donc en fait, l'idée, elle est partie du constat qu'aujourd'hui, les données météo sont très nombreuses, très facilement accessibles sur différents sites web. C'est une information qui est évidemment très riche pour les agriculteurs pour prendre leurs décisions d'irrigation forcément, mais aussi de traitement, de gestion des aléas climatiques, d'anticipation des récoltes, etc. Mais que ces données météo, finalement, sont véritablement riches et pertinentes quand elles sont interprétées au regard d'un contexte et d'un calendrier spécifique à chaque culture. Par exemple, je m'explique sur les précipitations, les cumuls de précipitations. Un cumul de 100 mm au mois de juin n'aura pas finalement le même intérêt ou la même valeur si on s'intéresse au lavandin que si on s'intéresse au maïs ou qu'on s'intéresse à une autre culture. Donc, c'est pour ça que ces données météo, selon nous, doivent vraiment être recontextualisées au sein d'un calendrier spécifique à chaque culture. Et c'est pour ça qu'on a construit ce cadre d'analyse-là avec nos partenaires pour décomposer en fait le cycle du lavandin en quelques périodes clés, au sein desquelles on pense que certains indicateurs sont plus pertinents que d'autres. On va en parler, pour vous aider à éventuellement déclencher ou pas certaines opérations culturelles. Voilà un peu l'objectif. Et avant de présenter ce cadre d'analyse du lavandin, quelques rappels rapides sur les indicateurs agroclimatiques. On va en parler, mais on va parler notamment de temps thermique, de cumul thermique. Donc, le cumul thermique, c'est la somme des températures journalières au-dessus d'un certain seuil. On a pris 10 degrés pour le lavandin. Et c'est important à regarder parce que c'est véritablement un des moteurs principaux de la croissance des végétaux et du développement du lavandin. Et c'est ce cumul thermique qui va éventuellement avancer certains stades phénologiques et du coup influencer beaucoup de choses. Un deuxième indicateur important qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle l'indice de sécheresse. Donc en fait, c'est relativement simple, c'est le delta entre l'évapotranspiration, c'est-à-dire les besoins du couvert végétal, les besoins en eau du couvert végétal par rapport aux précipitations. Et ce delta donne une idée assez rapide éventuellement du degré de sécheresse pour l'année. Alors, je fais rentrer un autre invité. Voilà. Et enfin, il y a un troisième indicateur qui va nous intéresser, qui est ce qu'on appelle le VPD, donc l'indicateur de déficit en vapeur d'eau. C'est un indicateur qui mime, on va dire, l'effet four de l'atmosphère, on appelle ça comme ça, et qui en fait combine deux choses, à la fois un VPD élevé, c'est à la fois des températures élevées et une sécheresse de l'air, c'est-à-dire un manque d'humidité dans l'air. Et ce
ce VPD élevé a un effet sur la plante puisqu'il va exercer une tension très élevée sur le végétal qui va la forcer à transpirer énormément. Et des fois, cette force est tellement grande que ça peut induire des ruptures hydrauliques en fait, dans les végétaux. Et ça peut créer donc ce qu'on appelle des phénomènes de cavitation et des phénomènes qui sont irréversibles et qui donc fragilisent la plante et peuvent entraîner de la mortalité. Donc, par exemple, en 2019, fin juin, quand il a fait 40 degrés, il y a eu des VPD très, très élevés qui ont pu à la fois limiter la floraison et puis entraîner aussi des fragilités dans le végétal. Voilà un petit peu pour quelques rappels, on va dire, sur les indicateurs agroclimatiques. Je passe maintenant donc du coup sur le calendrier cultural qu'on vous propose pour le lavandin, qui est basé sur des travaux récents, donc une thèse soutenue par l'IALAMAC l'année dernière, donc l'IALAMAC qui a travaillé notamment avec l'INRAE, donc dans le cadre de l'UMR PIAF, et au sein d'un programme plus large qui s'appelle le projet Récital, auquel le CRIEPAM est d'ailleurs partenaire avec l'INRAE et puis sur l'ITEPMAI et puis d'autres partenaires. Donc nous, on va dire, récupéré ou du moins on s'est inspiré de ces travaux-là pour ce cadre d'analyse-là, qui est en fait relativement simple puisqu'il décompose le cycle du lavandin en 4 périodes. Une première période, on va dire hivernale, de novembre à avril, donc au cours de laquelle il y a un certain repos de la plante avec très peu de croissance. Une deuxième période d'avril à juin qui est une période donc importante de reprise végétative avec un développement foliaire et notamment un développement des hampes florales. Une troisième période ensuite de juin à fin juillet, début août, de floraison, de récolte et aussi qui est caractérisée par une sorte de contraction estivale. C'est notamment visible sur les dendromètres. Et enfin, une quatrième période plutôt de reprise post-récolte, une reprise végétative avec les précipitations des mois d'août, septembre et un petit peu d'octobre. Donc voilà un calendrier relativement simple qui suit un petit peu les saisons de l'année. Et donc, au sein de chacune de ces périodes, on a identifié des besoins particuliers pour la plante et donc des indicateurs pertinents peut-être à suivre pour les producteurs. Donc, par exemple, si je reprends mon cycle, pour la période 1 de dormance hivernale, donc c'est une période pendant laquelle il y a deux éléments qui sont importants, les précipitations et les températures qui vont en fait influencer la disponibilité notamment et la minéralisation des éléments minéraux dans le sol en vue de la période de reprise végétative. Donc c'est important de regarder ça. Il y a aussi les aspects de vernalisation, c'est-à-dire de besoins en froid qui sont utiles notamment pour assurer une bonne floraison. Donc il y a ces indicateurs-là. Et pour les illustrer, donc on a construit des tableaux de bord dans SCP AgriData. D'ailleurs, on fera une démo tout à l'heure. Des tableaux de bord en fait qui permettent de suivre période par période justement ces indicateurs. Donc, par exemple, pour les précipitations, on peut comparer les différentes années les unes aux autres. Donc, par exemple, en 2021, donc ici, on voit qu'on a eu un hiver, donc une période hivernale plutôt sèche par rapport à 2020 et assez similaire à 2019. Il y a cette autre représentation ici sur la droite qui permet de voir à quel moment les précipitations apparaissent. Donc, ça peut être utile aussi. Et enfin, on a aussi la possibilité de représenter spatialement ces informations-là à une maille quasiment kilométrique via les données de Weather Measures, avec qui on est partenaire, et qui permettent justement de montrer éventuellement des gradients de cumul de précipitations au sein du territoire. Donc ça peut être aussi intéressant. On l'a mis dans le bulletin qu'on a sorti il y a quelques semaines.
Sur cette P1, donc, pour nous, il y a deux objectifs qui sont particulièrement importants. C'est d'une part assurer une bonne recharge des sols grâce aux pluies hivernales et assurer une bonne vernalisation pour la floraison du printemps et de l'été suivant. Bon, sur le plateau de Valençol, les besoins en vernalisation sont souvent très bien respectés, mais sur la question de la recharge en eau des sols, ça peut être plus ou moins délicat selon les hivers, hein. Et donc voilà un peu les indicateurs qui nous paraissent pertinents de suivre. Donc on a parlé des précipitations, les cumuls thermiques, les températures minimales, et puis l'eau dans le sol. Donc ça peut être directement visible par des tensiomètres, par exemple, qui peuvent très bien fonctionner pour ce type de choses. Ensuite, on a réfléchi aussi, on vous propose après de réagir hein, par rapport à ça. Finalement, au regard de ces indicateurs, quels sont les impacts que ça peut avoir en termes d'opérations culturales pour les producteurs? Si on se place dans deux grands scénarios hein, relativement simples, avec soit un hiver sec, soit un hiver avec des précipitations élevées. Donc, dans le cadre d'un hiver sec, on peut imaginer qu'il va falloir limiter les risques de concurrence hydrique pour le lavandin, notamment en perspective de la période de reprise végétative en avril-mai. Et donc, il peut y avoir soit la suppression du couvert végétal qui peut être importante à envisager, soit une irrigation précoce en période 2, mais irrigation précoce qui va être plus ou moins utile et plus ou moins importante selon le cumul de température. Parce que par exemple, cette année, on a eu un cumul de température tellement bas, avec un mois d'avril tellement frais, que les lavandins n'ont pas vraiment poussé, et donc il n'y a pas eu d'irrigation nécessaire puisque la plante ne se développait pas rapidement. En revanche, dans le cadre d'un scénario d'hiver avec des précipitations élevées, là, on peut envisager par exemple de maintenir le couvert ou l'enherbement jusqu'à la fin de l'hiver, voire le début du printemps. Sur la période 2, donc période de reprise végétative et de développement foliaire, donc là, il y a plus de choses qui se passent, hein. Donc on arrive vraiment à une phase clé avec donc la croissance rapide, notamment des rampes florales, donc ça se passe en ce moment, et la chaleur et l'eau sont vraiment les deux moteurs importants pour cette croissance. Il peut aussi y avoir quand même un risque de gelée tardive qui peut impacter négativement la croissance des rampes, et puis l'aspect minéral, enfin, élément nutritif dans le sol aussi dont il faut faire attention. Pour illustrer ces quelques éléments, donc pareil, quelques graphiques, donc pour justement contextualiser l'année 2021 en cours, hein. Donc on voit par exemple sur le graphique des cumuls thermiques que l'année 2021, enfin le printemps 2021 en cours, est donc particulièrement frais si on le compare à 2020. Et sur les précipitations, en revanche, on est vraiment sur un printemps qui est bien arrosé, hein, puisqu'on est bien en avance par rapport aux autres années, avec plus de 130 mm déjà depuis le 1er avril. Sur la P2, donc, il y a les objectifs qui nous paraissent importants de suivre. C'est l'objectif qui est surtout de favoriser au maximum le développement des hampes, hein, qu'elles atteignent une croissance rapide et une longueur maximale en vue de la floraison. Et donc, pour garantir cette croissance des hampes, les indicateurs qui sont, d'après nous, utiles, hein, il y en a plusieurs. Il y a l'indice de sécheresse qui va justement permettre de dire, bah oui, on est sur une année où on peut manquer d'eau ou pas. On est sur une année avec un cumul thermique plus ou moins élevé. On est sur une année avec des risques gel, etc. Et pour ça, donc, il y a les outils habituels. Donc, une station météo qui peut être très utile pour voir ce qui se passe sur vos parcelles, des tensiomètres aussi, et puis des dendromètres, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui permettent de mesurer ce fameux taux de croissance, hein, et de voir si, notamment sur ces mois qui sont très importants, hein, d'avril et surtout mai, est-ce qu'on n'a pas des débuts de contraction, des débuts de stress chez les lavandins qui peuvent être pénalisants. Donc si je reprends mes deux scénarios comme tout à l'heure, avec soit un printemps sec
ou un printemps humide, hein. Donc, dans le cadre d'un printemps sec, ce qu'on peut envisager, c'est évidemment d'apporter donc une fertilisation minérale pour limiter les risques de déficit azoté, ou une irrigation aussi pour justement favoriser la croissance. Et à l'inverse, dans le cadre d'un printemps plus humide, le maintien du couvert ou de l'enherbement peut se réfléchir et se justifier. Bon. Ensuite, donc, je passe à la période 3, donc période là aussi très importante, donc de floraison, de récolte et de contraction estivale, hein, c'est souvent en même temps. Donc là, on est sur une phase où l'allongement des hampes est terminé, donc ça se passe globalement début juin, et on a la formation de l'épi et des premiers calices. Donc là, on est sur une phase finalement où les besoins en eau sont moins élevés, en tout cas d'après les éléments biblio et les échanges qu'on a pu avoir, même si une sécheresse importante des sols ou de l'air peut avoir des impacts négatifs quand même sur la floraison. Floraison qui d'ailleurs se réalise à hauteur de 50 à 70% de fleurs fanées. Donc voilà pour à peu près quelques repères. Alors là, sur ce graphique-là, on a représenté justement un élément qui nous paraît important, qui est d'ailleurs issu aussi des éléments du programme Récital, hein, qui montre, grâce au dendromètre, en fait, que cette phase de contraction, donc en fait, la croissance, elle augmente des végétaux pendant tout le printemps, puis à l'approche de la floraison et pendant le début de l'été, le lavanda a tendance à perdre en volume, à perdre en diamètre. Et ça, notamment sur 2 parcelles, on a pu le comparer. Alors, une parcelle en conditions irriguées, en bleu, et une parcelle en conditions sèches, en vert. Et ce qui est notable d'ailleurs, c'est que sur la parcelle donc, en conditions irriguées, où il y a eu une irrigation juste après la récolte, on a eu une reprise de la croissance donc très rapide. Donc c'est visible. Alors vous avez le niveau 0 en fait qui signifie que au-dessus de cette barre 0, ça veut dire que le lavanda croît. Enfin, il y a une croissance du lavanda, et en dessous donc c'est plutôt une décroissance. Donc vous voyez qu'en conditions irriguées, donc il y a eu une reprise très rapide du lavanda, alors qu'en conditions sèches, en 2020, donc il n'a pas du tout plu pendant cette période, en conditions sèches, la décroissance en fait a perduré pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de juillet, et puis au début du mois d'août où on a eu quelques précipitations qui ont permis à la plante de reprendre. Mais c'était juste pour illustrer notamment le fait que cette période 3, elle est relativement extensible dans la durée. Soit il y a par chance des orages qui permettent à la plante effectivement d'écourter après la récolte cette période de contraction estivale, soit elle peut durer sur le mois d'août, voire mi-septembre, hein, s'il n'y a pas de précipitation. Et donc, ça peut handicaper finalement la plante et sa reprise à l'automne, période qui est importante pour faire des réserves pour l'année suivante. Donc ça, pour l'illustrer donc en termes d'objectifs, donc ce qui nous paraît important, c'est qu'il y ait pendant la P3 donc une floraison qui soit longue et fournie en termes de fleurs. Et pour du coup suivre cela, on a différents indicateurs donc qui semblent pertinents. Donc l'indice de sécheresse, ça va plutôt s'intéresser à la disponibilité de l'eau dans les sols pour la plante. Le VPD max, donc ça c'est vraiment le risque d'avoir des canicules et des demandes de transpiration élevées et qui vont du coup sécher entre guillemets les fleurs et donc limiter les rendements derrière. Et enfin, on peut suivre aussi cette cinétique de croissance grâce au dendromètre pour justement savoir est-ce que les orages ont été suffisants, par exemple, pour qu'il y ait une reprise de la végétation ou pas, est-ce qu'une irrigation serait nécessaire ou pas, etc. Donc après, si je reprends toujours mes 2 exemples, soit donc une P3 avec des précipitations faibles et un VPD élevé, donc c'est ce que je viens de dire, on peut avoir effectivement des fleurs qui sèchent très rapidement, et donc éventuellement, alors
d'ailleurs ce serait intéressant d'en discuter, hein, est-ce qu'une irrigation à cette période 3 est pertinente ou pas? Parce que est-ce que ça ne va pas finalement avoir le risque de gorger d'eau et de perturber la facilité de récolte des lavandins, ou est-ce que ça va au contraire permettre quand même d'assurer une floraison plus longue et donc quelque part de sécuriser la récolte? Voilà, c'est une question aussi que j'aimerais après poser notamment aux producteurs. Et donc à l'inverse, des précipitations aussi très élevées pendant cette P3 peuvent être voilà, aussi impactantes négativement, dans le sens où des fortes pluies peuvent faire tomber les fleurs, les calices, et donc impacter le rendement. Donc voilà, une période qui peut être assez sensible. Et j'en arrive pour terminer à la période 4, donc une période post-récolte, hein, donc, qui notamment démarre après le retour des précipitations ou d'une irrigation post-récolte. Et donc là aussi, finalement, c'est une période un peu comme le printemps où la disponibilité en eau dans le sol et les températures sont importantes pour que la plante puisse redémarrer et se remettre, entre guillemets, de cette récolte. Donc là, pour illustrer ça, pareil, j'ai repris juste une illustration de dendromètre qui a été positionnée à Montagnac, hein, sur une parcelle en irrigué. Donc on voit d'ailleurs l'effet tout à l'heure que je montrais, hein, d'une irrigation post-récolte, où on voit la cinétique de croissance qui reprend très rapidement après l'irrigation. Et puis, à partir des mois de août-septembre, vraiment une croissance qui est régulière, mais qui est très, très liée aux précipitations. Et, quand il ne pleut pas, finalement, il y a des sortes de plateaux. Et c'est au moment où il y a des pluies qu'on voit que la plante réagit et augmente de diamètre. Voilà, donc sur cette période 4, donc les indicateurs, pareil, qui nous paraissent importants, hein, je vais rapidement parce que je l'ai déjà dit, hein, précipitation, eau dans le sol, le taux de croissance. Donc là, on retrouve aussi les données et les outils de tout à l'heure en termes de stations météo, de tensiomètres qui peuvent être utiles et de dendromètres. Voilà. Donc pareil, sur les deux cas de figure, un automne ou une fin d'été très sèche, une irrigation précoce peut se justifier justement pour favoriser cette reprise végétative et la constitution de biomasse avant l'hiver. Et à l'inverse, des précipitations très élevées, on peut éventuellement envisager, selon l'âge du lavandin, de mettre en place un couvert, un enherbement, pour limiter à la fois les risques dépérissement et puis les risques d'érosion plus larges. Voilà, donc ça, c'était la partie, on va dire, un peu théorique. J'espère ne pas avoir été trop long et suffisamment clair. J'ai remis sur cette diapositive, on va dire, les 4 périodes avec les différents objectifs, les différents indicateurs qui nous paraissent pertinents de suivre. Donc je ne sais pas si certains ont déjà des questions, des commentaires pour réagir là-dessus. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont oubliés? Est-ce que les périodes sont mal positionnées? Voilà, ce serait intéressant d'avoir vos avis. Peut-être d'abord les producteurs qui sont présents. J'ai vu que Monsieur Aubry nous a rejoint. Il y a Denis Vernet, il y a Christian Godemar qui vient aussi nous rejoindre et Madame Ravel. Donc, si vous avez des petits commentaires là-dessus, ce serait intéressant de le partager. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai trouvé que c'était très clair, la présentation. Non, il n'y a pas. C'était très fluide, impeccable. Enfin, pour ma part, parfait. Super, merci beaucoup. Denis, est-ce que j'ai vu que tu avais enlevé ton micro? Ouais, non. Moi, je trouvais que c'était bien. Et je pense que les stades sont bien identifiés. Et moi, ce que je trouve super, c'est intégrer ce dendromètre pour avoir enfin une info plante en plus de toutes les infos sol-air qu'on peut avoir. Et voir qu'il y a déjà des premiers résultats intéressants, je trouve ça hyper prometteur. Et je pense notamment au côté par rapport au criépam, où des fois, dans des résultats d'essai, on ne sait pas dire si c'est du dépérissement, de la cécidomie ou de la sécheresse. On a surtout le doute sécheresse par rapport à d'autres choses parfois. Là, je pense qu'avec des données comme avec un dendromètre, on pourra essayer de voir, de dire, il y a eu un stress ou il n'y a pas eu de stress, donc c'est pas de la sécheresse. Et déjà, des fois, je pense que des fois, des résultats d'essai, on peut être un peu plus analysé plus finement.
Et après, je trouve ça pas mal aussi de coupler dans le stade P2, là, coupler la sécheresse avec le cumul de température pour ceux qui peuvent irriguer, parce que nous, des fois, on ne sait jamais trop quand démarrer l'irrigation. On est là, il fait sec, mais les lavandins n'ont pas démarré, mais est-ce qu'ils vont démarrer? Quand est-ce qu'ils vont démarrer? C'est vrai qu'avoir l'info cumul de température pour avoir une idée du stade et du stress éventuel ou pas, ça c'est intéressant. Super intéressant. Voilà. Super, merci Denis. C'est vrai que c'est une combinaison d'indicateurs qui est intéressante et d'ailleurs tout à l'heure on verra dans SCP AgriData comment vous pouvez justement avoir ces différents indicateurs visibles pour chacune des périodes et voilà, on espère que ça pourra vous aider à justement à déclencher ou pas une irrigation parce qu'elle est pertinente ou pas. Et après je lance l'idée parce que j'ai vu que vous êtes pas mal intéressé au côté couvert. Si parfois les indicateurs peuvent orienter l'implantation et la destruction d'un couvert, je pense qu'il faut vraiment faire un essai avec ce dendromètre dans des parcelles couvertes et pas couvertes pour voir. Parce que les plus sceptiques te diront non, mais moi je ne mets pas de couvert parce qu'il va y avoir un stress hydrique à un moment donné, ce qui n'est pas faux. Et du coup, il faudrait vraiment faire un vrai essai avec une parcelle couverte, une parcelle pas couverte et voir en fonction de la climatologie si la plante stresse ou pas, à quel moment et voir l'effet du couvert ou pas là-dessus. Ça nous permettrait d'être plus serein et plus enclin à en implanter ou pas, selon les conditions, en fonction de si ça a un réel impact sur la plante ou pas. Alors ça, je pense que le CRIEPAM serait plus à même de répondre, mais je crois que c'était quand même un des sujets du programme récital, hein, justement de comparer avec et sans couvert les impacts sur la croissance. Et bon, je n'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais j'ai cru retenir que quand même c'était assez rassurant sur le fait que la compétition des couverts était assez faible. Mais bon, si Berthe ou Delphine, vous avez des compléments à apporter là-dessus, n'hésitez pas. On utilisait ouais, voilà, parce qu'on utilisait un dendromètre dans l'essai récital, je ne me rappelle pas s'il y avait un dendromètre. Oui, tout à fait, il y avait des dendromètres également. C'est là qu'ils ont été testés. Ah oui, voilà. Et donc, c'est lié à l'AMAC aussi, est venu faire des mesures ici. Mais dans les couverts au sec, notamment, on a systématiquement quand même un stress, une concurrence qui se fait. Maintenant, c'est sûr que ça serait intéressant de le mettre dans des parcelles irriguées et de suivre quand on a un couvert et d'arriver du coup à réguler ce stress par ce biais-là, en fait, pour l'éviter. Mais sinon, au sec, c'est sûr que du coup, ça oblige quand même à limiter le couvert en largeur ou en développement ou sur le choix des espèces parce qu'on a très rapidement de la concurrence qui se fait. Est-ce que d'autres petits commentaires de la part alors je ne sais pas si c'est Aurélien ou Sylvain Aubry qui sont présents et de Christian Godemar, mais Christian, vous êtes arrivé un peu tard, je pense. Oui, moi j'ai pris un cours de... Oui, c'est Sylvain Aubry, là, bonjour, on est arrivé un peu à la bourre là, avec mon frère, on était tous les deux là jusqu'il y a 2 minutes. Non, c'est très intéressant, on a un peu raté le début. Nous, il nous manque juste le robinet au coin du champ. Ça va venir, ça va venir. Il faudra encore un peu de patience, je pense. J'ai un peu peur quoi qu'il en coûte. Là. Je sais pas s'il restera des sous pour faire ce genre de truc. Vincent, si tu veux un petit commentaire, peut-être. On n'a pas trop d'inquiétude, mais effectivement, le quoi qu'il en coûte, on ne sait pas trop ce que ça donnera à moyen terme. Mais pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude particulière. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires parmi les participants, que ce soit les partenaires techniques, Berthe, Delphine, ou bien il y a aussi des collègues SCP, n'hésitez pas à réagir, puis après on pourra passer à la suite sur SCP AgriData. Oui, du coup, moi j'aurais un commentaire sur la période 3, en fait, de floraison et de contraction. Je pense que ça mériterait d'approfondir parce que du coup, vous disiez que les besoins en eau sont quand même moindres. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un distinguo à l'intérieur de cette période même, parce que
le lavandin, en fait, en tant que fleur stérile, donc c'est un hybride stérile, il a la capacité à refabriquer des nouvelles fleurs tant qu'il a de la ressource, et notamment de la ressource en eau. Et par rapport à ça, le scénario de 2020, on va dire que c'est le scénario idéal, en fait, qu'on chercherait à reproduire toutes les années. Donc, couper le robinet à ce moment-là, enfin, si on le coupe trop tôt, ça sera peut-être pas forcément le meilleur scénario parce que si on a du coup un confort hydrique à ce moment-là, on va pouvoir prolonger la floraison et augmenter le nombre de calices. Donc, je pense que c'est à cette période-là, c'est quand même important. Alors, on peut l'anticiper, bien entendu, jusqu'au début de la floraison. Si on arrive en début de floraison avec le plein qui est fait, c'est bon. Donc, il y a peut-être, du coup, après un découpage à faire à l'intérieur, mais pendant la floraison, la plante, elle doit manquer de rien, quoi. Ouais, excusez-moi, vous avez donné une année qui était pour vous l'année idéale à reproduire? Oui, 2020. 2020, ou il y a l'année 2000. Denis, enfin, les producteurs qui sont là, vous me corrigez hein, si je me trompe, mais je pense que 2020, en termes de scénario, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, sur les courbes que vous avez montrées tout à l'heure, et notamment le dendromètre, on voit que la période de contraction, elle a été vraiment très courte en 2020, notamment du fait qu'il y a eu des pluies vraiment tardives l'année passée. Donc, du coup, il y a eu peu de stress hydrique. En fait, il est arrivé très tard. Je pense que sur d'autres années, bien souvent, il arrive beaucoup plus tôt. Ouais. Denis, merci pour la remarque. C'est pas... Non, c'est vrai que nous, on n'a pas arrosé une seule fois les lavandins. D'habitude, on les arrose 2 à 4 fois, ça dépend. Ouais. Je voulais savoir s'il y avait une différence justement de perception de cette année, de cette super année, entre ceux qui avaient l'eau d'irrigation et ceux qui ne l'avaient pas. Donc là, Denis, a priori, confirme que effectivement, les pluies printanières, on a bien vu l'an dernier, le printemps a été arrosé et chaud aussi. Donc il y a eu une belle croissance. Et cette belle croissance, elle a pu être accompagnée parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Là, on est sur un scénario un peu différent cette année où on a beaucoup de pluie. Là, l'arrosoir au bout du champ, il est ouvert là en ce moment. Mais en revanche, il fait très froid. Donc, on est il y a un décalage de 2-3 semaines en calendrier plante en fait par rapport à l'an dernier. Donc, c'est pas du tout c'est un peu tôt de savoir si on est vraiment sur un scénario à la 2020 ou un peu différent. Mais c'est intéressant c'est vraiment hyper important d'avoir, d'après vous, quelle est la bonne année, quelle est la bonne trajectoire hydrique, quelle est la trajectoire de production idéale, parce que c'est celle-là qu'on va essayer de mimer au max. Et pour la question du nombre de fleurs, etc., du nombre d'inflorescences, c'est des choses qu'on mesure, Nicolas, on fait des relevés, nous, vous disiez là qu'il y avait une floraison qui pouvait s'étaler. Est-ce que c'est un indicateur qu'on arrive à suivre? Alors, on l'a pas fait les années précédentes, mais cette année, on va le suivre. Là. Du coup, Élise elle va le suivre là, pendant la floraison, justement, effectivement, la cinétique de floraison. Est-ce que, en fonction de la météo qu'on aura, est-ce qu'il y a des différences entre des parcelles éventuellement irriguées ou pas? Et effectivement, ça peut être intéressant. Après, un indice de floraison à proprement dit, je pense que ça doit être quand même difficile à estimer. Parce que ça se renouvelle très souvent au niveau des calices. Donc, mais en tout cas, au niveau des hampes, oui, c'est prévu. Enfin, on a commencé à les suivre. Et puis, effectivement, l'objectif est bien pendant la période 3, c'est un petit peu comme pour la maturité de la vigne, au moment avant, après véraison, avant, après égrappage, on essaye d'identifier les facteurs qui sont vraiment importants. Quand est-ce qu'il faut qu'il y ait s'il y a des risques de stress hydrique à un moment ou à un autre. Donc, c'est ce que disait Nicolas, c'est qu'a priori, c'est moins sensible qu'en période 2. Un stress hydrique en période 2, clairement, ça impacte très fortement la production. En période 3, c'est un peu plus ambigu. Donc, c'est des choses qu'on veut gratter pour affiner, en fait,
Ouais, Il y a c'est ça. une gestion de pilotage, quoi. Et Berthe a sûrement raison, c'est peut-être que la P3, peut-être que c'est à partir de la mi-juin et pas de début juin qu'il faut la faire démarrer, par exemple, pour suivre le confort hydrique, quoi. Ouais, alors généralement, on essaie justement, les stades, ils sont calés sur des données, enfin sur le calendrier annuel, hein. La date de démarrage de la P3, ça va être au moment où on a cette contraction estivale. Enfin, c'est des choses justement qu'on doit vraiment affiner pour que ce calendrier de la plante, chaque année, là, on a mis des dates un peu théoriques, mais il doit évoluer en fait. Et c'est les mesures plantes qui vont permettre d'affiner le démarrage et la fin de chacune des périodes. Il y a une main levée de Denis, on t'écoute. Ouais. Moi, c'était juste par rapport à la P3, là, je rejoins Berthe sur le fait que, on va dire que dans le cas où on peut irriguer, il faut que la plante manque de rien. Et je te rassure, Nicolas, sur les périodes d'irrigation tardive sur les fleurs, nous, on le fait, hein, à l'enrouleur, donc on envoie de l'eau assez fort. Et admettons une année normale où on commence à récolter le 2 juillet parce que la floraison est à plus de 50%, on arrose facilement jusqu'au 15-20 juin. La plante, après, se relève. Si on arrose, c'est qu'il fait sec, donc la plante, elle sèche, elle se relève et il n'y a pas de souci. C'est pas un souci de l'arroser un peu tard sur des fleurs quasiment, même sur des fleurs, quoi. Et il n'y a pas le risque que les fleurs, du coup, tombent vraiment au sol et que vous ayez du mal après à récolter quand même, en cas d'irrigation, on va dire, un peu trop forte? Ben non, mais c'est-à-dire qu'il faut que ça ait le temps de sécher derrière, quoi. Ah oui, c'est ça. Que ce soit pour le sol, ou enfin, pour pas tasser ou pas rouler dans le mou, ou que ce soit pour la plante, oui. Il faut s'arrêter 10-15 jours avant de récolter quand même. Mais autrement, si on arrose, c'est qu'il fait sec. Après, une année, oui, on a arrosé, après on a pris un orage. Et là, on a eu des problèmes de pourriture, etc. Parce que la plante était plaquée au sol et elle est restée trop plaquée. Et c'était trop humide à cause de l'irrigation, en fait. On avait mal calculé le coup. Pour rejoindre un peu ce que vient de dire Denis, voilà, nous aussi, ça nous est arrivé une année, ce phénomène-là, où on avait trop arrosé. Et c'est vrai que du coup, ben, nous, les fleurs se sont distillées sur la plante, quoi. C'est vrai que, bon, voilà, après, il faut... Mais c'était au début, donc c'est vrai qu'on était... Ben, des fois, tu fais des erreurs, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, quoi. Et aussi, nous, ce qui s'était passé, c'était l'année où on avait trop arrosé. Donc, les lavandes étaient très jolies, mais il y avait beaucoup de tiges. Et puis, finalement, du coup, on avait beaucoup de caissons, mais l'huile essentielle, on ne s'y retrouvait pas trop, quoi. Enfin, quand on faisait le prorata d'huile essentielle de kilos par caisson et après le coût que ça induit, quoi, le nombre de caissons, par jour, on augmente le nombre de caissons, le coût de la distillation. Donc, c'est vrai que ça, c'est tous des phénomènes à prendre en compte. Ah oui. Ouais, donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus une relation directe entre le rendement en huile essentielle et le poids vert, quoi, des lavandins, quoi. Disons que si on arrose trop, voilà, ça va être. Non, c'est pas proportionnel, quoi. Ouais, ok. Peut-être que Berthe, il peut un peu plus en dire par rapport aux études qui avaient été faites aussi, non? En fait, le rendement, il va être constitué déjà du nombre de tiges. Après, vous allez avoir le nombre d'étages sur les fleurs et le nombre de calices sur chaque étage. Et en fait, les deux premiers, donc le nombre de tiges et la longueur des fleurs, ça va être déterminé pendant la P2. Si selon les conditions météo pendant cette période-là et la nutrition, etc., ça va conditionner ce potentiel, en fait. Et par contre, le nombre de fleurs sur chaque rangée, ça va se déterminer vraiment à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la récolte. Donc, c'est pendant la P3. Et c'est là où la plante, elle a une capacité de rattrapage qui est très importante. Et c'est pour ça que je vous disais que, du coup, 2020, c'est le scénario idéal, parce qu'en fait, on était parti sur un début de saison pas très arrosé, donc un nombre de tiges pas très important. Et par contre, on a eu de la pluie qui est arrivée juste avant la floraison. Et du coup, le rattrapage, il s'est fait sur le nombre de fleurs. Et donc, on a eu des teneurs en huile essentielle qui ont été très élevées. On avait un nombre de calices très important. Et du coup, des consommations de gaz spécifiques plus basses. Et donc, moins de caissons également. Et plus d'huile essentielle. Donc, c'est ce que veulent les producteurs.
Ouais, ok. Parfait, bah, écoutez, c'était très riche. Est-ce que je pense qu'on peut peut-être poursuivre pour justement vous présenter un peu l'outil aussi SCP AgriData où vous pourrez visualiser ces données-là. Donc, Alice, est-ce que je peux te laisser peut-être prendre la parole aussi pour présenter de manière plus générale l'outil et après, Élise fera une petite démo sur le site web. Oui, donc effectivement, face au, enfin vous le savez, hein, certains d'entre vous, là déjà dans notre présentation, on a parlé de nombreux capteurs, de nombreux indicateurs qui étaient qu'on pouvait regarder pour faire pour piloter nos opérations culturales, et donc on a souhaité se doter d'un outil qui nous permettait de rassembler en un seul endroit des données de capteurs multisources. Donc on avait l'habitude de travailler beaucoup avec de la tensiométrie par le passé, des sondes capacitives, des données sur la plante, que ce soit capteur de flux de sève, d'andromètre, etc. En général, quand vous avez un capteur, il y a un web service éventuellement qui est associé. Donc c'est assez difficile. Il y a beaucoup de temps de retraitement des données, de rassemblement de toutes ces données en un seul endroit. Donc c'est l'idée de la plateforme SCP AgriData qui permet, qui est interopérable avec énormément de fournisseurs de données. On rassemble toutes ces données dans un seul web service et on travaille à les présenter de la manière la plus pédagogique, la plus simple, la plus utile pour les producteurs, avec pas mal d'efforts justement de simplification qui ont été faits ces derniers mois et qu'on va pouvoir vous présenter maintenant. Et puis un des intérêts de cette plateforme, c'est d'abord on essaye elle a été conçue au départ pour la vigne, hein, pour les différentes opérations culturelles de la vigne, et on a souhaité l'adapter à nos cultures méditerranéennes, donc avec un focus sur le lavandin, un focus en arbo. Et un des avantages de la plateforme, c'est qu'on peut partager les données avec de nombreux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa propre donnée, la partager avec son voisin, la partager avec un réseau de producteurs, comme on est en train de le faire là, avec sa coopérative, etc. Et que ces accès, en fait, chaque compte peut être... on décide avec qui on a envie de partager cette donnée pour que ça circule de la manière la plus fluide possible. Je peux passer, s'il te plaît, Nicolas ? Voilà. Donc juste un petit échantillon des fournisseurs de données qui sont intégrables à date sur la solution SCP AgriData. Ils n'y sont pas tous, mais on retrouve toute la famille des capteurs météo. Donc on a parlé de WeatherMeasure, qui est notre partenaire de météo dématérialisée et de prévision, mais on intègre aussi de la donnée Météo France, de la donnée des stations Prométhée, qui sont faites des stations PESOL, des stations WINAP, des stations Sencrop, des stations Agralis, Agriscope, etc. Le TCSD, celles qui sont installées sur le réseau, ce sont un fournisseur TCSD qu'on avait choisi parce qu'il est capable de connecter en fait un grand nombre de capteurs sur sa station. Donc si on veut mettre un tensiomètre avec un dentomètre et un pluviomètre, on n'est pas limité, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur ce type de station. Donc il y a toute la famille, disons, des données météo. On va aller récupérer chez les fournisseurs les données par API automatiquement. Et donc on peut tout à fait être abonné chez WINAT, Sencrop ou TCSD en direct et souhaiter dire moi je souhaite partager mes données sur SCP AgriData ou je souhaite les partager via SCP AgriData avec un tiers. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. On a aussi tout un tas de données qui sont des données un peu plus cartographiques, donc par exemple des données NDVI, des données de vigueur du végétal qu'on obtient par drone ou dans le cas présenté ici avec un avion qui passe et qui fait une image NDVI qu'on peut récupérer sur l'interface. On a des cartes de résistivité de nos collègues de Geocarta qui sont aussi intégrables sur la plateforme. Et puis après, tout un tas de données, plantes, on a parlé des dendromètres, etc. Et on a récemment développé des capteurs qui nous permettent de contrôler l'irrigation à distance, donc de remonter des données de compteurs d'eau et de prendre le contrôle sur des vannes. Donc c'est toutes les fonctionnalités IRI-Command qu'on a développées avec une société qui s'appelle SensiLab. Donc vous voyez, c'est une plateforme qui
on peut être client de tel ou tel service et partager sur SCP AgriData. Ça n'empêche pas, au contraire, plus il y a de données sources, plus la plateforme prend son sens en fait. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir rassembler toutes les données, climat, environnement, plantes et fruits, maladies, sol, au même endroit, y intégrer, aider à organiser les données et transformer vraiment ces données en informations pour prendre des décisions sur ces opérations culturelles qui ne se réduisent pas à la question de l'irrigation. Pour deux raisons. D'abord parce qu'un producteur, sa vie, c'est pas exclusivement l'irrigation. La plupart c'est la vie de la culture, donc on va se poser des questions d'enherbement, j'allais dire de taille, là c'est plutôt la vigne, mais il y a plein d'opérations culturelles qui doivent être raisonnées avec les mêmes outils de la décision, et l'irrigation ne peut absolument pas se raisonner sans regarder ces autres opérations culturelles. Denis le disait, le couvert végétal, je le détruis ou je ne le détruis pas, j'irrigue ou j'irrigue pas, voilà. L'irrigation, elle va être raisonnée en fonction de ça. Donc c'est important qu'on puisse assembler toutes ces informations ici. Et puis, alors c'est déjà au point sur la viticulture, et c'est justement les indicateurs sur lesquels on veut travailler sur le lavandin. On a toujours en ligne de mire l'objectif de production, donc aussi bien en qualité, en rendement, etc., avec un certain nombre de paramètres qu'on peut suivre et qu'on peut suivre avec des cinétiques qui vont nous permettre de caler nos indicateurs par période. Voilà. Donc ça, c'est l'approche SCP AgriData, c'est de se dire, on fait une approche à 360 autour de la culture, on y intègre le maximum d'informations possibles, mais surtout, on met un cadre analytique qui évite que, à la fin, le producteur se retrouve avec un outil de data science un peu trop compliqué. Il faut quelque chose de très opérationnel, et c'est ce qu'on a essayé de faire là, et que Élise va pouvoir vous présenter. Voilà. Et comme la solution est très évolutive, si vous avez des remarques, toutes les améliorations qu'on fait au fil de l'eau, en général, c'est des retours utilisateurs. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours. On peut tout à fait faire des développements spécifiques sur la solution. Et puis juste, j'en profite parce qu'on vient de lancer sur notre site internet SCP Solutions Agriculture, un centre de ressources où vous trouverez des informations que j'espère vous paraîtront utiles. Est-ce que ça enchaîne? Vous voyez la page web ou pas? Zut, je vous ai perdu. Vous êtes toujours là? Oui, mais on voit juste le diapo là. Ouais, alors je vais juste... Nicolas, je prends la main juste 2 secondes. Ouais, vas-y, ouais, je t'en prie. Voilà. Donc sur notre page Solutions Agriculture, vous pouvez trouver des informations, notamment le bulletin météo des sols et le bulletin récemment sorti là sur voilà, centre de ressources. On peut y retrouver nos bulletins conseils, notamment le bulletin conseil. Voyez, vous aurez le plaisir d'avoir Nicolas Hurti qui présente la météo des sols, et le bulletin conseil sur le lavandin, où on reprend un peu cette méthodologie des différentes périodes, et vous pouvez trouver la version de notre bulletin en PDF. Donc on a sorti un bulletin pour la période 2. S'il vous plaît, faites-nous des retours ces bulletins sont là vraiment pour servir, pour éclairer les décisions des producteurs. Donc, on est vraiment dans un process d'amélioration. N'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, Élise, je te laisse la parole. Merci. Du coup, je vais prendre le contrôle. Je crois qu'il faut que tu valides, Nicolas. Vaut mieux que tu partages toi-même directement ton écran. Je pense pas que... Moi, j'ai rien reçu, en tout cas, sur Teams. Ok. C'est bon? C'est bon, ouais, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, Nicolas il nous a présenté les paramètres clés à surveiller pour chaque période, donc via les différents outils de mesure installés sur les parcelles. Et comme l'a dit Alice, SCP AgriData, ça nous permet justement de collecter toutes les données brutes qu'on a au même endroit pour les interpréter de façon plus facile et explicite, et notamment par période. Donc, on va vous montrer ce qu'on a réalisé.
Du coup, je vais vous présenter un peu comment on se connecte sur SCP AgriData et les différents outils qu'on peut utiliser. Du coup, pour accéder à la page, vous montez juste dans la barre de recherche. Hop. Alors, normalement, vous avez tous des identifiants et un mot de passe qui vous a été attribué. Et pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, je vais me connecter sur une des parcelles du réseau, donc celle de Christian Gaudemar à Allemagne en Provence. Normalement, le mot de passe, c'est votre identifiant avec 2019 derrière. Hop, voilà. Ça va, vous voyez toujours C'est bon, c'est parfait. Ok, parfait. Alors du coup, quand vous vous connectez, vous arrivez directement sur l'interface avec donc les tableaux de bord, donc dashboard. Ici à gauche, il y a les différentes applications que vous pouvez utiliser et retrouver, donc notamment avec l'application rapport, donc je vais vous expliquer par la suite. Les dashboards, donc les tableaux de bord, map pour utiliser les cartes et graph avec les graphiques. Je ne vais pas expliciter les autres outils. Donc, on va commencer par la première, donc dashboard, donc avec les différents tableaux de bord. Alors, Élise, je vois que ça ne charge pas très vite. Ouais, je vais actualiser. Est-ce que vous pouvez couper vos caméras? Désolée, parce que ça prend un peu de... En fait, le partage de documents sur Teams, ça prend un peu de bande. Voilà, merci beaucoup. Ok, là, ça va, vous les voyez. Normalement, ça a actualisé. Ouais, c'est bon, ça apparaît. Ok, parfait. Du coup, le premier tableau de bord, c'est qui s'appelle Station Météo et il permet de suivre en temps réel ou en tout cas pour les derniers jours toutes les données climatiques relatives à la parcelle, donc comme les précipitations, le vent, la température. Donc voilà, il permet de suivre de façon assez précise ça. Ensuite, on a la même chose sous le tableau de bord tensiométrie année courante, donc avec les données des tensiomètres installés sur votre parcelle pour les 7 derniers jours ou alors au cours de l'année et par année, donc par exemple 2020 en vert, 2019 en bleu et donc vous pouvez aussi avoir 2021 en rose pour l'année en cours. Et ce qu'on a Pardon, vous pouvez agrandir ces tableaux. Oui, pour agrandir, c'est juste la petite icône ici, plein écran, qui permet, voilà, peut-être plus facile, ouais. Voilà, et ce qu'on a mis en place justement pour faciliter l'interprétation et le suivi des paramètres qu'a évoqué Nicolas pour le lavandin, on a mis en place 4 tableaux de bord qui correspondent aux 4 périodes du cycle du lavandin. Donc, le premier tableau qui correspond à la P1, donc la dormance hivernale, avec les paramètres clés à suivre, donc précipitation, temps thermique, température de rosée et suivi tensiométrique. De même pour la croissance printanière, avec les paramètres clés encore, donc pour que ce soit plus facile à suivre. Pareil pour la P3 et pareil pour la P4. Et enfin, le dernier tableau de bord qu'on a, c'est les prévisions, donc qui sont issues des données Weather Measure et donc qui permettent d'avoir des données climatiques pour les prochains jours. Et donc, c'est intéressant, par exemple, pour planifier certaines opérations en fonction du vent ou alors des précipitations. Ici, par exemple, c'est pour les traitements. En rouge, c'est peu propice, enfin pas propice, et vert, ça l'est davantage. Donc, pour planifier, ça reste intéressant. Et voilà, on a toutes les prévisions pour les jours à venir. Alors, voilà pour les tableaux de bord que vous pouvez accéder facilement, vous pouvez y aller facilement dessus. Et ces paramètres, on peut aussi les retrouver dans une nouvelle fonction, un nouveau outil qui a été développé récemment qui s'appelle Rapport. Alors là, il suffit juste de sélectionner votre compte, donc ici Regain Allemagne en Provence, de sélectionner les stations physiques. Donc en fait, c'est les données issues
de tous vos outils de mesure sur votre parcelle. On a aussi des données dématérialisées issues de Weather Measure, mais c'est plus pour les prévisions ou en cas de problème sur la station physique. Donc, si vous vous connectez, privilégiez vraiment les données de la station physique, donc en cliquant ici. Et donc, comme... Une petite précision, on travaille au rapprochement en fait de ces deux stations. Donc, normalement, vous n'avez qu'une station qui est une combinaison en fait de données mesurées et de données mesurées par la station qui est chez vous et de données mesurées par Weather Measure auquel on rajoute la prévision. Donc là, prochainement, les deux seront vraiment rassemblés. Vous n'aurez plus qu'une station, qu'une seule station à cocher. Voilà. Et donc, cette application, elle permet aussi, tout comme les tableaux de bord, donc d'avoir le rapport météo avec les différents indicateurs climatiques et d'avoir aussi les différents paramètres clés, donc avec l'analyse des 5 périodes pour donc les 4 périodes relatives au lavandin, donc l'AP1 avec donc les paramètres soit sous forme de diagramme, donc comme ici, soit sous forme de graphique pour avoir l'évolution dans le temps, par exemple ici des précipitations. Pour la P2, on a en plus l'indice de sécheresse ici qui peut être très intéressant à suivre, notamment par exemple pour les prises de décision pour l'irrigation. L'indice de sécheresse, ça correspond au delta entre l'évapotranspiration de la culture et les précipitations. Et donc, par exemple, ici, il est négatif en 2021, donc en rose. Et ça veut dire que donc la P2, en tout cas, à la date, enfin aujourd'hui, le 11 mai, les précipitations ont été plus importantes parce que du coup, cet indice est négatif que l'évapotranspiration. Donc, il n'y a pas vraiment de sécheresse pour le moment. Mais il faut aussi noter que c'est à ce jour, donc le 11 mai, mais que peut-être au début de la P2 en avril, il y a pu avoir un indice de sécheresse positif. Et ça, on peut que le constater via des graphiques pour avoir cette évolution de l'indice au cours du temps, par période. Donc voilà, on retrouve aussi donc pour la P3 encore une fois tous ces paramètres avec en plus donc le déficit en vapeur d'eau qui est important à surveiller, donc soit sous forme encore une fois de graphique ou alors de diagramme. Et enfin la P4 et la P5, en fait on a choisi un pas de temps donc du 1er novembre au 31 octobre, donc vraiment sur une année complète pour pouvoir plus facilement aussi comparer les indicateurs. Donc voilà pour cette application. On va passer, donc on a le rapport, les tableaux de bord. On peut passer à l'application MAP qui permet cette fois-ci, donc en cliquant directement ici sur l'observatoire du plateau de Valensole, d'avoir directement certains indicateurs sur l'ensemble du plateau, donc pour pouvoir suivre par exemple la répartition et de manière assez globale le plateau. On peut justement suivre la pluie, le vent ou encore les températures. Et ça, c'est au pas de temps horaire, donc c'est ce qui a été relevé dans l'heure. Voilà. Donc, voilà pour la map. Et la dernière application qui est intéressante à utiliser, donc c'est l'application Graph. L'application Graph, en fait, elle recense tous les graphiques qu'on peut trouver dans les tableaux de bord. Par exemple, tous les graphiques qu'on a trouvés dans le tableau de bord P1, ils sont recensés ici, ils ont été créés ici sous les graphiques P1 dormance hivernale. Donc, par exemple, on a précipitation, temps thermique, température de rosée, précipitation. Et donc, tous ces graphiques ont été directement envoyés sur le tableau de bord pour les voir en fait directement sur une seule page et que ce soit plus facile de les analyser. Et si, par exemple, dans le futur, vous voulez rajouter un paramètre qui, pour vous, vous semble important à suivre, vous pouvez créer un nouveau graphique donc, dans la partie graphe. Donc, je vais vous montrer comment faire.
par exemple, si je veux ajouter un graphique dans la P1, il me suffit juste d'appuyer sur le petit plus, de choisir toujours la station physique Allemagne 02. Et par exemple, si on veut avoir, on va dire, les températures, ça nous intéresse de l'avoir directement sur le tableau de bord P1. Hop, on l'ajoute. Et ça nous crée directement le graphe température, donc la moyenne des températures, pour la période P1, qu'on peut directement ajouter sur le tableau de bord P1 en cliquant sur les 3 petits points et en cliquant ici sur ajouter un tableau de bord. Tableau de bord, ici, on veut l'ajouter dans P1 dormance hivernale et hop, on va le retrouver ici. Voilà, il est ici. Voilà, donc ça, c'est si vous sentez le besoin de rajouter d'autres indicateurs qui vous semblent pertinents par période, mais bon, sinon, les périodes ont été créées avec tous les indicateurs, donc vous pouvez juste les consulter comme ça. Ouais. Voilà, grosso modo, les différents le petit stylo, s'il te plaît, si tu peux faire une petite démo sur le petit stylo, parce que ça, c'est important, qu'on peut y rentrer des opérations culturales. Et notamment, si vous avez irrigué. Ça, c'est l'opération culturelle vraiment importante, en tout cas tant qu'on n'a pas de compteur connecté sur les parcelles. Donc, voilà, on peut choisir la parcelle, et ça peut se faire sur un téléphone sans difficulté. Et puis, évidemment, là, dès que je dis un truc, moi, de toute façon, je fais toujours planter les systèmes informatiques. Bon, bref, c'est assez facile de rajouter une irrigation, et c'est vraiment important quand vous avez des opérations culturales, en particulier voilà, irrigation, fertilisation, etc., de les indiquer pour que ça enrichisse les connaissances et qu'on puisse comment dire, faire des recommandations qui sont et vraiment affiner en fait nos recommandations sur les différentes périodes. Voilà. Bon, là, je t'ai présenté ton truc, je suis désolée. De toute façon, il y aura à chacun de ceux qui sont dans le réseau une petite démonstration sur la base de vos données, des SCP AgriData. Là, Élise vous a montré un petit peu toutes les fonctionnalités. En fait, quand on se connecte à l'application, on tombe sur le tableau de bord qu'on a envie de voir régulièrement. Donc, vous pouvez choisir en fait ce que vous pouvez customiser votre interface et la fonction bêta, tout est automatique. Donc toute l'analyse par période, elle est complètement automatisée. Vous n'avez absolument rien à faire. Voilà. Parfait, merci beaucoup Élise et Alice. Est-ce que ça soulève des questions, des commentaires des participants, ou tout est clair? Non, ouais, pour moi, c'est très clair parce que ça fait 2 ou 3 ans que j'avais accès à ça et pourtant, je ne suis pas mauvais en ordi, mais franchement, j'arrivais pas à le faire marcher. Donc, je suis assez content d'avoir eu la démo parce que je comprends enfin comment ça marche. Voilà. Donc, merci Élise. Merci Élise. Et surtout, Élise, il faudrait bien que tu fasses un petit point avec chacun parce qu'on a aussi fait un peu de nettoyage sur les comptes. Voilà, parce que comme ça faisait 2-3 ans qu'il y avait des données qui s'étaient accumulées, on a fait un peu de nettoyage. Donc il faut qu'on aille vous présenter à chacun les données. Et cette histoire de double station météo, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on est en train de le finaliser. Donc ça devrait bientôt être mêlé. Et pareil, Denis, si jamais vous avez des stations WINAT, etc., et des choses que vous voulez rajouter sur SCP AgriData, c'est possible en fait. C'est pas très compliqué. On fait ça assez régulièrement. Donc, pour avoir par exemple vos propres comparer 3 parcelles chez vous, c'est tout à fait possible de le faire. Et là aussi, on peut restreindre les accès, c'est-à-dire que si quelqu'un veut à sa station privée et puis qu'il veut le partager avec le projet Regain, ben pourquoi pas. S'il ne veut pas, on isole l'accès. Ok, c'est bon à savoir. Okay.
Bon, bah écoutez, Nicolas, je pense que... Ouais, Je suis désolé, j'avais encore une petite question. Est-ce qu'on peut mettre un dendromètre sur une station Prométhée? Alors, une station Prométhée, en fait, c'est une station P-Seul. Donc, en théorie, oui. Je sais qu'ils ont quelques... nous, on voulait le remonter par... Enfin, pour l'instant, on n'est pas capable de le remonter par SCP AgriData via P-Seul, mais ce sera des devs en cours. Okay, et en principe, oui. Hein, après, P-Seul et Dendromètre, ils sont... J'ai pas encore testé leur dendromètre. Voilà. Ils disent que oui. Est-ce que vraiment ça fonctionne et ça fonctionne bien? Je suis pas sûre. D'accord. Mais on peut regarder. Hein. On peut regarder. En plus, nous, on est distributeur P-Seul. Donc, les stations Prométhée, en général, c'est des stations P-Seul. Oui, c'est ça. C'est le cas. Voilà. Donc, on peut vraiment regarder. Okay. Après, le dendromètre, ça demande un doigté fin, on va dire. Parce que, surtout sur du lavandin, ça marche pas à tous les coups, quoi. Il faut vraiment le suivre de près pour que ça se lance bien. Et je pense que le CRIEPAM peut témoigner. On est encore en phase. Autant sur de l'arbo, c'est à peu près robuste. Ça fait des années que c'est utilisé. Sur le lavandin, on est encore un peu en calage. Donc, voilà, si vous le mettez en place, il faut vraiment prévoir de la maintenance du capteur. D'accord. Bert, il y avait un commentaire ou pas? J'ai cru. Oui, juste, donc déjà, je trouve que l'outil est vraiment très intéressant et permet de rassembler beaucoup d'informations très pertinentes. Et je vous remercie pour cette démonstration. Par contre, j'ai une question pour l'utilisation de la carte, parce que j'ai essayé du coup en même temps d'aller dessus. Et donc, je n'ai pas réussi à trouver comment il faut faire pour afficher toute la carte de tout le plateau de Valensole avec les différentes données. Il faut peut-être voir quel compte on a mis à Berthe. C'est possible. Ouais. Il faut qu'on vous ouvre l'accès en fait au compte collectif. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, ce sera, on va le faire, ouais. Ouais, je vais m'en charger, ça marche. Ok, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on a déjà passé l'heure de réunion. Donc merci encore à tout le monde pour vous être rendu disponible. S'il y a des questions, des remarques a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, bonne suite de campagne aux producteurs. Voilà. Merci à tous. Et attention à bientôt. au hallebarde de Merci. qui est tombé dessus. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.